Bonjour chers téléspectateurs de Prime Info, vous qui nous suivez sur YouTube, Twitter et dans nos différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet d'actualité, notamment lié au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Et je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis avec Madame Niki Dedea. Madame Niki, bonjour. Bonjour Igen, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, très en forme. Okay. Et à gauche de votre écran, nous sommes ici avec un analyste politique, Monsieur Jean-Luc Mouchimpako. Bonjour, Monsieur Jean-Luc. Bonjour et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci également de pouvoir répondre à notre invitation. Et à ma droite toujours, nous sommes encore avec Monsieur Giscard Avril. Bonjour, Monsieur Giscard. Bonjour, Monsieur Rigen. En forme? Merci, très en forme. Merci également de l'honneur. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. 10 jours ont écoulé depuis que le président de la République de la RDC ne se faisait plus entendre à travers les médias et sa cellule de communication, notamment de la présidence, a communiqué que le chef de l'État a participé ce lundi à une messe d'action de grâce en mémoire de son tout premier chef de maison civile, Monseigneur Gérard Moulumba. Monsieur Jean-Luc, 10 jours où un chef d'État ne communique pas, ne fait aucun signe à travers les médias, que vous inspire cette situation? Merci beaucoup pour la question, M. Riken. Vous parlez des 10 jours où les chefs de l'État ne communiquent pas, ne font pas signe dans les médias. Moi, je dirais plutôt que nous avons fait pratiquement 10 jours sans chef de l'État sur l'espace public congolais, parce que l'espace public congolais n'est pas constitué que des médias. Pour revenir à cette situation qui est quelque peu déconcertante pour tous les Congolais, c'est que nous avons pratiquement perdu la culture du sacré. Et malheureusement, c'est au sommet de notre État, c'est au sommet de la République démocratique du Congo que le sacré a été foutu au pied pratiquement. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons sécuritaires qu'on a caché un peu? On a beau avancer les raisons. Cette République a investi les moyens pour former des personnes capables de sécuriser le président de la République. Cette République investit des moyens pour payer les personnes capables de communiquer pour le président de la République. Cette République investit des moyens pour payer notre diplomatie. Et cette République a investi le chef de l'État du pouvoir de le représenter à travers le monde pour la survie de la République, de la nation congolaise. Que le chef de l'État, c'est que moi, selon mes sources, parce que je ne suis pas canaliste, je suis également journaliste, et tout journaliste digne de ce nom se mesure par la largeur de sa toile d'araignée, c'est-à-dire de ses contacts à travers la ville, les pays et le monde, qui puissent lui envoyer les informations quand il en a besoin. À travers nos toiles, nous avons effectivement identifié la présence un certain jour de notre chef de l'État pendant un laps de temps dans la capitale rwandaise. Mais que cela soit considéré comme un élément qui devait être caché à la population congolaise, c'est là que ça nous sidère un peu. Le chef de l'État ne doit pas nous cacher d'avoir été à un endroit pour rencontrer des personnes que tout le monde nous connaissons et dont nous connaissons l'influence sur le plan mondial et de la politique internationale des pays du monde pratiquement. Ce n'est pas par conformité avec la politique actuelle de notre pays et les rapports entre les deux États. Écoutez, la vie politique, elle est faite de deux choses. Elle est faite de ce que nous disons et elle est faite de ce que nous faisons. Entre ce que nous disons et ce que nous faisons, nous devons être nous-mêmes en mesure, surtout au sommet de l'État. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, doit être en mesure de lui-même mettre sur la balance ce qu'il dit ou promet aux Congolais et ce qu'il fait ou réalise réellement pour leur survie. La survie de la nation n'a pas... Nous avons vu le chef de l'État nous dire ici qu'il ne pouvait pas hypothéquer l'avenir de toute une nation au nom d'une quelconque alliance. Il a foulé au pied des accords qu'il a signés devant la nation, devant Dieu, devant le monde. Voilà. Ce n'est pas son propos qu'il dirait que je ne rencontrerai le président Kabila qui est en enfer et le président Kagame qui est en enfer ou au ciel, qu'il va refuser de nous dire qu'il est allé le rencontrer quand il sent que la sécurité du Congo et des Congolais, les ressources du Congo sont mises en danger. Mais ces choses n'ont pas été prouvées par certains médias, même par des proches
Oui, mais les médias ne sont pas là pour prouver ou non ce qui est dit. La RTBF nous a annoncé une information qu'elle a dit. Si nous avions le temps, j'allais vous expliquer un peu. Qu'elle a démenti après. Qu'elle a démenti effectivement, mais je vais vous expliquer le démenti des RTBF. Ça s'explique dans les fonctionnements normal des médias qui sont assujettis à un certain lobbying. Il y a des médias dont nous l'avons peut-être vu, nous tous, dans certains de nos cours, en termes de communication. Si vous étiez conseiller des RTBF en termes d'image ou les contacts des relations publiques des RTBF, certes, les journalistes n'ont pas droit à l'erreur, mais il y a les impératifs commerciaux qui l'emportent toujours sur les objectifs rédactionnels des médias. D'accord. Madame Neki, si vous avez une question. Oui, Monsieur Jean-Luc, est-ce que c'est une obligation de signifier où se trouvent les chefs de l'État? Est-ce que c'est une obligation pour une nation de communiquer où se trouve son chef de l'État, ou peut-être il avait un souci, peut-être c'était vraiment urgent de garder ça pour la nation, pour le bien de la nation? Est-ce que c'est vraiment une obligation? Pour le bien de la nation, on garderait la situation du chef de l'État si elle est en détresse. Notamment, il y a des cas de président. Nous l'avons vécu avec le président M. Laurent Désiré Kabila. Il décède. On ne peut pas annoncer à la nation le décès d'un chef de l'État vu la catastrophe que ça peut nous emporter. Tout est question d'enjeu. Dites-moi, entre le fait de dire aux Congolais qu'on en a marre des morts dans l'est de notre pays, je vais à la rencontre des personnes qui sont à la base de ces morts pour qu'on mette fin à cette histoire et leur cacher la présence de leur chef de l'État pendant 10 jours. Mais il n'a pas... Le chef de l'État est allé là-bas. Et il est allé ailleurs, on ne nous a pas dit. Et ils ont le courage d'envoyer un porte-parole du chef de l'État. Quand il se dit porte-parole, donc il porte la parole du chef. Le chef de l'État congolais est capable de venir nous dire « Je ne suis pas au Rwanda, je ne suis pas non plus dans un pays du monde, mais je suis quelque part ». Est-ce que ça sonne un peu dans les têtes et de ceux qui conseillent le chef de l'État et de ses conseillers en communication et de ses conseillers politiques et de ses conseillers diplomatiques? Est-ce que ça passe, ça? Ça ne passerait pas dans les têtes des personnes normalement constituées. C'est fort dommage que ça se passe chez nous, au sommet de l'État, et les gens ont tendance à normaliser cela, ce qui est bien dommage pour toute une nation. En parlant du Rwanda, je reviens à vous. Monsieur Giscard, aujourd'hui, le fait qu'on s'imagine ou des spéculations sur la présence du chef de l'État au Rwanda, pourquoi ça dérange? Le fait juste de penser, puisque le président lui-même n'a pas refusé la possibilité de pouvoir rencontrer son homologue rwandais par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, et il y a des possibilités de pouvoir rencontrer son homologue. Mais pourquoi est-ce que cela fait débat s'il rencontrait même en cachette le chef de l'État rwandais? Merci pour la question. Je pense que mon co-débatteur ou mon collègue de droite a dit au début de son commentaire qu'on a perdu le sens du sacré chez nous au pays. Et je suis en train de dire ici qu'on peut être en guerre avec un État donné, et comme ça se fait tout le monde. Mais les canaux de communication ne doivent pas être coupés. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une honte de dire aux gens, c'est vrai, on est en guerre avec le Rwanda, mais on ne doit pas couper la communication parce que partout à travers le monde, nul n'ignore que ce ne sont toujours pas les armes qui finissent une guerre. Mais c'est ce que dénonce d'ailleurs l'opposition, que non. Peut-être ailleurs au monde, on observe la Russie et l'Ukraine. Ils sont en guerre, mais ils ont quand même fermé les frontières. L'opposition ne cesse de dénoncer cela. Mais comment est-ce que chez nous, on doit caresser cette diplomatie dans le sens où on doit garder des portes ouvertes? Même en Ukraine ou en Russie, où vous évoquez, même la France qui, devant le média, ou les États-Unis devant le média, qui condamnent Poutine, qui disent des choses sur Poutine, dans l'ombre, ils continuent à collaborer avec Poutine. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, Tshisekedi ne commettrait pas un péché de dire aux gens « je vais au Rwanda ». Parce que c'est le pays où nous avons les problèmes, avec qui nous avons les problèmes à l'est de notre pays. On doit continuer à faire en sorte que
cette situation-là qui nous oppose puisse prendre effet. Et surtout que le monde entier a vu que le rendez-vous du 6 avril dernier au Rwanda a réuni toutes les intelligences et des grandes personnalités. Voilà. Alors, ça veut dire que Tshisekedi, en allant là-bas et le disant, Congolais moko alingaki akebetaye marteau pour nanini okeyo le baina bisuko okendete. Non. Peut-être pour nous aller en conformité na maloba nae. Madame conformité na maloba. Quel maloba? Kia kokutana na Kagame kaka maloba na Lola. Maloba nango conforme. Ce sont les gens qui meurent là-bas à l'est du pays à cause d'un conflit avec un voisin ou avec des voisins qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de lui. Ou bien, il faut tout le baquer. Gouvernement Nabiso, Azo Akoïb, sa peuple. C'est ça que nous devons conclure. Mais vous dites qu'à l'ombre, peut-être qu'il arrive que l'Ukraine collabore avec la Russie dans l'ombre. Vous ne croyez pas que peut-être que le président a fait ça pour qu'il garde ces moments d'intimité pour que personne ne sache ce qui se passe? Non, ici c'est l'absence du président dans son pays qui fait débat. Ukraine, Russie, si le président ukrainien va en Russie, les gens diront qu'il est allé en Russie. Les Ukrainiens ne vont pas les condamner. Monsieur Jean-Luc, le porte-parole du chef de l'État a évoqué que non, le président était en déplacement pour des raisons de survie de l'État. Maintenant, si c'est qu'on dit qu'il se serait rendu au Rwanda pour le 30e anniversaire du génocide, mais chez eux quand même, comment est-ce que Kagame parvient à continuer à être le bien-aimé de la communauté internationale pour sa cause qu'il a toujours plaidé, qui s'est toujours victimisé, parce que le génocide au Rwanda, c'est plusieurs ethnies, mais qui s'est toujours victimisé comme étant son ethnie qui a subi ces génocides. Mais comment est-ce que chez nous, nous avons plus de 10 millions de morts, nous ne parvenons pas à créer une mémoire collective autour de ça? Le monde entier conviendrait avec moi qu'au Rwanda, le génocide avait été dramatique. Mais il a fait 800 000 morts, je crois. Au Congo, le génocide est encore en cours. Le dénombrement n'en est pas encore à la fin. Certains parlent de 5 millions, c'est le moins qu'on peut comptabiliser, mais il y en a qui sont déjà arrivés à 10 millions ou 12 millions de morts dans ce pays. Pourquoi le Rwanda est toujours dans les bonnes grâces de la communauté internationale ou des décideurs ou des puissances internationales, là où chez nous, on ne nous écoute pas? Quand vous êtes même dans une famille, des fois, vous pouvez crier fort, on ne vous écoute pas, mais vous parlez peu et bas, on vous écoute. Le Rwanda a développé des outils d'études stratégiques sur la question du génocide. Parce que le génocide rwandais, c'était une arme bien intelligemment étudiée et déclenchée à partir du Rwanda et des pays voisins pour ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda. C'était une bonne planification. Ceux qui connaissent l'histoire du Rwanda et de Paul Kagame de son arrivée au pouvoir, ils savent bien que ce génocide est parti d'un point P pour arriver où on en est aujourd'hui. Et Paul Kagame n'attendait que cela pour déclencher son mécanisme d'installation au pouvoir. Et il a réussi à s'installer au pouvoir. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, quand il s'est installé au pouvoir, il a pris les choses très au sérieux. Au Rwanda, les choses ne se font pas au hasard comme ici chez nous. Au Rwanda, c'est parce qu'il est dictateur. Ce n'est pas parce qu'il est dictateur. Je ne suis pas encore dans ces relations avec la nation. Je suis dans la substance du pouvoir rwandais. Le pouvoir rwandais a pris du sérieux dans toutes les questions qui concernent la diplomatie. Quand tu vas au ministère des Affaires étrangères de la francophonie du Rwanda, ou de tout ce qui est des coopérations internationales, vous trouvez qu'il y a des desks sur des questions stratégiques du Rwanda. Il y a notamment les Congo Desk. Donc il y a des intelligences rwandaises
et même des experts internationaux qui sont payés à prix d'or pour étudier les comportements du politique congolais, de l'homme congolais, de la société congolaise, ainsi que des autres intervenants dans la vie de la République démocratique du Congo. Et ces intervenants, c'est notamment les acteurs, les personnalités à haute influence internationale. Et il y en a comme ça pour toutes les régions grandes. Il y en a des spécialistes sur les États-Unis. Au Rwanda, on est capable, pour les raisons de survie nationale du Rwanda, de vous envoyer dans votre lit une femme rwandaise. Pourvu que... Et cette femme, ce n'est pas une femme qu'on va prendre une prostituée dans la rue, comme ici chez nous, on irait la chercher à Beaumarchais ou sur Nyangwe. Mais là-bas, on la prend dans les écoles d'initiation au renseignement, d'initiation à la politique, d'initiation des femmes qui sont formées. Mais maintenant, à contrario, chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Allons au ministère des Affaires étrangères. Vous avez déjà vu ce que ça représente, le desk Afrique centrale. Il y a tous les vieux du ministère des Affaires étrangères qui ne peuvent même plus venir le matin au travail. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Il y a ce qu'on appelle la négligence, qui est du fait de manque de prise au sérieux de ce que nous faisons pour la survie. Mais nous ne manquons pas de l'intelligence. Et d'ailleurs, ce n'est pas de l'intelligence que nous manquons, mais c'est de l'intelligence stratégique, c'est de la détermination, c'est de l'engagement que nous manquons, et en plus du sérieux au sommet de l'État que nous manquons. En parlant de stratégie, le ministre des Affaires étrangères a évoqué au cours d'un briefing que non, le président actuel est parvenu à démystifier Kagame par rapport à tout ce que vous dites là. Parce que le Kagame que nous connaissons, il y a pratiquement plus de 20 ans qui ne réagissait même pas sur des choses. Mais Kagame aujourd'hui dit que le président Félix parvient à manipuler les régions, les chefs de l'État. C'est quand même, il y a une intelligence qui est travaillée. Écoutez, nous pouvons dire qu'il a démystifié Kagame. Est-ce que c'est ce chef de l'État qui prend le courage de passer sur un média suivi à travers le monde, qui fait un meeting devant caméra du monde, qui dit que s'il y a un mort au Congo, j'attaque le Rwanda, qui ne le fait pas, qui démystifie Kagame? Mais si Kagame l'avait fait cette déclaration-là, aujourd'hui, il y aurait la guerre au Congo. Madame, et quelqu'un passe sur un média pour me contredire. Vous ne pensez pas que c'est la stratégie qu'il utilise maintenant? Peut-être qu'il aurait dit aujourd'hui, il est en train de le faire sans que vous le sachiez. La stratégie d'affaiblissement? Mais la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va finir. Oui, c'est quand même, il faudrait réfléchir là-dessus aussi pour entrer en guerre. Elle commence pour que chacun de nous montre sa capacité de nuisance. Et parce que nous savons, nous tous, que toute bonne guerre finit autour d'une table. On ne va pas aller négocier la nuit en position de faiblesse quand le Rwanda et ses pantins, on sait que vous avez qualifié de pantins, ont pris des pans entiers des territoires congolais. Et il faut se battre, repousser la guerre dans les territoires rwandais et vous allez négocier en position de force. Vous ne faites pas la guerre sur votre territoire avec des morts chez vous et vous dites que vous êtes dans la stratégie. Quelle stratégie? Monsieur Giscard, comment est-ce qu'on n'arrive pas à renverser la situation de la thèse portée par les Rwandais sur les FDLR? Ça fait pratiquement plus de 30 ans. Les FDLR qui ont entré en République démocratique du Congo en 1994, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont même plus habiles. Mais comment est-ce que le Rwanda parvient à infliger les autorités congolaises à accepter cette thèse-là? Bon, on doit continuer à dire ici ou à soutenir ici que la diplomatie est en berne à Kinshasa depuis plusieurs années. Parce que je ne vais pas aller plus loin, c'est vrai que la question du FDLR, ce n'est surtout pas... l'arrivée du FDLR au Congo, ce n'était pas par la volonté des Congolais. Exactement. C'était la volonté de la communauté internationale. Et maintenant, ici chez nous, comme M. Mouchimpak vient de le dire, nous n'avons pas encore un discours dissuasif vis-à-vis de tous les salons au niveau international. Parce que nous manquons de stratégie, je dois dire ça, nous manquons de stratégie parce que nous ne savons pas bien vendre la cause de la RDC à l'international. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui,
c'est les Rwandais qui gagnent dans ces coups. C'est les Rwandais qui gagnent dans ces coups. Lorsque je me rappelle en 2019, M. Tshisekedi, le président de la RDC, nous a dit ceci, qu'il aimerait impulser la présence de la RDC dans toutes les organisations internationales, dans tous les organismes multilatéraux. Aujourd'hui, aller au PNUD, combien de Congolais sont là-bas? C'est peut-être parce que nous-mêmes, nous avons laissé de l'espace. Pendant plus de 20 ans, Tshisekedi n'arrive là qu'il y a 5 ou 6 ans. Et il a commencé quand même à impulser quelque chose. Pendant plus de 20 ans, nous avons laissé de la place au Rwanda. Ça ne devait pas être une excuse pour bien faire les choses. Ça ne devait pas l'être. Parce que pourquoi on vient au pouvoir? On vient au pouvoir parce qu'on dit qu'on a des solutions, des choses que vous avez dénoncées avant d'y arriver. C'est ça pourquoi on vous donne la confiance. La population vous donne la confiance. On vous dit, bon, celui qui était avant vous, voilà où il a fauché. Et vous, nous vous faisons confiance parce qu'au regard de ce que vous nous présentez comme projet de société, nous pensons que ça va avec notre pays. Mais vous ne pensez pas que le déplacement qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir, ça ne contribue pas à résoudre certains problèmes? Lui-même, au mois de décembre de l'année dernière, il a dit qu'il a rencontré presque tous les pays du monde entier à son arrivée au pouvoir. Ils nous ont vendu la diplomatie agissante. Ils nous ont vendu toutes les stratégies qu'ils avaient jusqu'à signer des accords avec les Rwandais qui nous fauchent actuellement pour dire que ce sont ces stratégies-là qu'ils ont proposées pour mettre fin à la guerre ou à la situation de l'insécurité chez nous à l'est du pays. Mais je dois me rappeler que le M23 soutenu par le Rwanda a été de fait en 2013 sans que l'on puisse aller signer tel ou tel autre accord ou sans que l'on rencontre Joe Biden ou bien Macron ou bien la reine ou son fils qui venait de les substituer. Voilà. Donc, je pense que ici chez nous, comme nous ne doutons pas d'avoir des intelligences, parce que vous qui êtes journaliste, nous tous qui sommes journalistes, parce que moi aussi exactement, nous sommes intelligents. Quand vous allez dans toutes les sphères de la vie nationale, il y a des intelligences. Mais il faut savoir le caser, savoir les utiliser, les mettre là où il faut pour qu'ils fassent mal en faveur du pays. C'est ça que nous manquons jusqu'ici. Monsieur Jean-Luc. Vous permettez, je vais ajouter quelque chose sur ce que vous avez évoqué, la question d'intelligence congolaise. Vous savez, nous avons des intelligences, mais il faut savoir bien les utiliser. Nous sommes dans un pays où, je vais vous citer 3-4 cas. Vous avez 2 grands sécurocrates de ce pays, en la personne de Kalev Moutonde et de François Béa. Vous arrivez au pouvoir. Ces gens sont respectés et dans la région et dans le monde parce qu'ils ont des interfaces des chefs des autres services de sécurité. Vous savez ce que vous en faites? Vous les traînez dans la boue comme de moins que rien, à la face du monde. Et quand on vous regarde, on vous pose la question sur ce que vous voulez vous-même. Vous vantez un haut conseiller du président de la République, représentant soit-il, Before, vous l'envoyez à travers le monde vendre votre diplomatie, se battre pour vous. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous le traînez dans la boue. Il a beau être mauvais, mais jouer ou cracher sur vos compétences, vos propres compétences, ça vous fait payer cash ce que nous avons. Vous entrez au pouvoir avec un allié, un économiste de haute facture, de la trempe de Vital Kamerhe. Vous le mettez directeur de cabinet du chef de l'État. Au bout de quelques mois, vous le traînez dans la boue, vous parlez de lui comme un voleur, un vaurien et tout ça, et puis vous le mettez en prison et puis vous le sortez, c'est rien. Vous avez des exemples comme ça à travers le monde, ça ne vous sert à rien. Ça vous fait prendre pour des dindons de la farce. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de rompre avec les systèmes archaïques parce que les mêmes personnes doivent revenir? Bien sûr, ils sont des intelligences, mais ils peuvent être aussi changés et puis les utiliser autrement. Écoutez, changer ou remplacer quelqu'un ne signifie pas dire à la face du monde qu'il n'est pas ce qu'il est.
Surtout que, vous savez, derrière nous tous ici, déjà à partir du moment que vous commencez à sortir de votre carcan familial, j'ai vécu quelques années à l'époque de Mobutu, j'en entends encore parler. Dès que vous commencez à avoir votre diplôme d'État, les services sont derrière vous. Ils voient d'où vous êtes venu, où vous êtes, quelle est votre capacité crânienne, quel est votre niveau de réflexion sur telle ou telle autre question. Et les services ont des fiches sur chaque citoyen. Les pays sérieux ont des fiches sur chacun de nos citoyens. Vous pouvez l'accuser de tout ce que vous faites, mais les services des autres pays ont des fiches sur lui. S'il trouve qu'il n'a pas fait ce dont vous l'accusez et qu'il le prenne encore au sérieux, c'est vous qui êtes fou. Parce qu'au finish, bien que vous l'avez traîné dans la boue, vous n'avez pas démontré qu'il est aussi fautif de ce que vous avez dit vous-même. Et vous le relâchez. Mais on vous prend pour qui et votre pays est pris pour qui parce que vous jouez avec vos intelligences. Vous avez, je n'ai pas fini. Vous avez des professeurs d'université dans ce pays. Les meilleurs d'entre nous tous. Parce que j'ai étudié dans une université, on m'a donné une stratification. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a les professeurs ordinaires et émérites, il y a les professeurs associés. Et puis l'échelonnement est comme ça en termes d'intelligence. Vous ne pouvez pas, dans un pays où vous pensez que vous êtes sérieux, vous prenez un professeur ordinaire, vous lui payez $1,600, vous prenez un monsieur qui a chanté les Atalaku, qui a fait les dialélo dans la rue, vous lui flanquez $21,000. Et les gens du monde, ils vous regardent et vous applaudissent. Qu'est-ce que vous valez, vous? Même dans d'autres pays, même le bureau, des gens intelligents sont placés plus haut pour qu'ils soient capables de réfléchir encore à apporter des solutions au pays. Mais quand vous prenez ceux qui sont les moindres d'entre nous, c'est à qui vous applaudissez, vous les mettez dans les conditions, vous donnez véhicules, moyens de transport, maison où il peut, et ceux qui valent le plus, vous les mettez à la racaille et vous pensez que les gens au monde vont vous prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut pour rectifier les tirs? Parce qu'en tant que spécialiste également en communication, vous en avez également de ces expériences. Qu'est-ce qu'il faut pour rectifier les tirs par rapport à tout ce que vous avez énuméré comme défaut? Pour rectifier les tirs, ce que nous devons faire, la première des choses, c'est demander au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de fournir un effort, de parler peu, de promettre peu, mais de commencer à travailler à fond, de donner de la valeur à partir de son cabinet et du gouvernement en cours de constitution. Je pense qu'il a vécu 5 ans au pouvoir. Il a lui-même reconnu les erreurs parce qu'il a dit que ça ne reviendra pas. Malheureusement, ça revient. Nous n'avons pas besoin de voir le chef de l'État faire 50 voyages en 6 mois pour avoir notre pays représenté à travers le monde. Non, 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 non. Nous avons des diplomates que ce pays a formés, nous avons une académie diplomatique. Nous avons 2-3 grandes universités qui forment des internationalistes. Et nous avons des meilleurs professeurs des relations internationales du monde. Mettez-les à la place qu'il faut. Président de la République, mettez-vous au pays, réfléchissez. Le président de la République, ce n'est pas un acteur de terrain, comme on voudrait le faire croire. C'est un coach qui a à sa portée presque 100 millions de citoyens congolais. Si on peut enlever les enfants et ceux qui ne sont pas encore à niveau de les servir, si nous pouvons avoir ne fût-ce que 25 millions d'intellectuels dans ce pays, il a tout ça entre ses mains. Le chef de l'État ne peut pas ignorer qu'il y a une intelligence dont il a besoin dans ce pays parce qu'il a les services aptes à cela. Il peut dénicher chaque intelligence. Il y a des gens, quand lui il se déplace ici nuitamment pour aller rencontrer Joe Biden, mais il y a des gens qui peuvent prendre du café avec Joe Biden, chez lui à la maison, des Congolais, et qui peuvent lui parler. Parce que c'est nous aussi, il y a un défaut, c'est cette histoire de nationalité unique, indivisible et tout ça. Mais il y a des gens congolais qui ont la nationalité américaine, qui déjeunent dans les salons américains. Vous pouvez les utiliser. D'où la nécessité de revoir également la Constitution. Vous ouvrez une brèche. La nationalité, elle est foutue. Elle est foutue, cette histoire-là, elle nous met en mal. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut revoir la Constitution face à tout ce que nous sommes en train de traverser? On doit revoir la Constitution, mais on doit quand même quelque part dire que la nationalité congolaise est irrévocable. Parce que quand vous gardez votre nationalité congolaise, il y a des gens qui sont déjà partis, qui ont déjà changé de nationalité depuis des années, mais dont l'âme bat au Congo. Tel que je suis en train de parler là, je peux me retrouver aujourd'hui en Belgique, au Canada, en France, aux États-Unis. Pour une raison ou pour une autre, je peux changer de nationalité. Mais je me fais former. Je suis un de grands, par exemple, en communication. Je ne resterai pas là avec ça. Si le chef de l'État m'appelle, il dit « Monsieur Mouchimpako, viens ici, le pays a besoin de toi », je ne verrai pas de raison. Parce qu'aujourd'hui, on paye des mercenaires. Les mercenaires, c'est quoi?
Ce ne sont que des experts en telle ou telle autre matière des autres pays. Ils ne sont pas que militaires. Nous avons des experts à la présidence. Nous en avons nombreux. Merci, M. Jean-Luc. Nous arrivons presque, la technique nous fait signe. M. Giscard, votre ultime conviction par rapport à cette question de diplomatie de la RDC, votre co-débatteur, il a évoqué certainement beaucoup de choses. Vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? En 2 minutes, simplement pour continuer. Je suis en train de recommander ceci. Quand on est appelé pays ou État, il faut commencer par être sérieux. Sérieux même dans la façon de communiquer. Vous voyez comment on communique? Il y a une situation au Rwanda. Le monde prend rendez-vous à Kigali pour commémorer 30 ans de génocide qui n'a pas fait 1 million de morts. Ici au pays, il y a un débat sur la disparition du chef de l'État du pays agressé. Ni gouvernement, et moins encore le cabinet du président de la République ne donne la réponse la bonne à la population qui se demande le président est allé où. Je me rappelle que le même 6 avril, la majorité de médias a relayé le fait que le chef de l'État est allé en France rencontrer Macron. Notamment l'agence officielle de l'État congolais, ACP, qui a tuté, c'est elle qui était la première d'ailleurs à dire le chef de l'État est allé en France. Et tout de suite après, quand on leur dit que ce n'est pas là sa destination, ils ont supprimé leur tweet. Et du coup, silence radio. Quand vous observez, allez-y dans les tweets ou dans les comptes X de Mouyaya, le ministre de la Communication. C'est 4 jours après qu'il a fait une petite communication sur Twitter et qui n'avait rien à voir avec la situation qui faisait débat au pays ou qui continuait à faire débat au pays. Non. Ça devait changer. Parce que ça va changer comment, déjà aussi, je suis en train de dire que je ne suis pas pessimiste ou bien je ne suis pas... Parce que nous sommes capables de faire mieux. Oui, je ne suis pas le prophète de malheur de mon pays. Mais voyez déjà, ici, on est en train d'attendre un gouvernement. Il faut écouter le secrétaire général du parti au pouvoir. Suivez-les dans ses sorties sur X. Lisez ce qu'il écrit. Il fait ce qu'il a décrié hier. Kabouya, c'est qui dans ces pays? Ce n'est qu'un secrétaire général d'un pays, d'un parti politique au pouvoir, j'allais dire. On en a connu. On en a connu du MPR, du PPRD. On n'en avait jamais vu dans ces formes d'autorité ou d'autoritarisme qui habillent Kabouya aujourd'hui. Il s'est dit qu'il est secrétaire général d'un parti qui a le pouvoir. Voilà. Non, mais ça mène les pays où? J'ai suivi d'autres médias ou des émissions en téléphone ouvert, même des gens qui sont dans l'arrière-pays au Kassai posaient la question de savoir c'est qui Kabouya pour que les gens continuent à souffrir pour lui. C'est ça la question. Quel est le casting qu'on fait pour les gouvernorats, pour les assemblées provinciales, en suivant les mots d'ordre de Kabouya? Mais où on amène le pays? Je pense que c'est ça qu'il faut changer. Le sérieux, ça peut aller même dans un mois tout simplement. Ça peut changer les choses. On ne devait pas attendre 10 ans. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on peut bien donner à Tshisekedi 20 ans. Qu'est-ce qui va changer? Rien. C'est pas aussi peut-être par rapport à l'homme congolais aussi, il y a un petit problème. L'homme congolais a des lois qui peuvent le redresser. La société congolaise ne vit pas dans un vide. Elle a des lois qui sont mises en place. Qui est malheureusement malade, puisque le président de la République l'a évoqué. On nous parle de la corruption et après on nous parle des rétrocommissions où on voit des gens qui sont traînés dans la justice et après ils ont des libertés provisoires à vie. Ce n'est pas sérieux. Madame Niki, votre ultime conviction, dernière question parce que nous atterrissons. Je voulais poser la dernière question à M. Mouchipako. Vous pensez, par rapport au nombre de morts qu'on a ici suite à tout ce qui se passe à l'Est, vous pensez qu'aujourd'hui, notre nation néglige
ce qui se passe à l'Est, on néglige, on n'honore pas assez, on ne donne pas la valeur assez à ce qui se passe à l'Est, vous pensez ça? Je suis tenté de Et dans les deux régimes, hein, même le régime précédent n'a pas assez fait pour ça. Nous ne parlons pas d'un régime passé ou d'un régime. La République démocratique du Congo est République démocratique du Congo depuis la conférence de Berlin. Donc, régime passé, régime actuel, Kabila, Mobutu, Tshisekedi, consort, la République reste République. Tout, elle se suivra à tout ce monde. Mais seulement, je suis tenté de vous donner un proverbe. Curieusement, c'est en une des langues que je manipule. C'est un Chiluba. Il n'est pas ma langue, mais j'aimerais bien le dire. Buloba busama moano sama. Qui voudrait dire? Dit, quand tu as la terre malade, un enfant malade, tu vas sauver qui? C'est l'Afrique. L'Afrique, le plus important pour l'Africain, c'est la terre. Ce n'est pas un enfant. Je peux encore accepter qu'on ait 3 morts, 10 de plus, parce qu'on en a déjà de milliers, pourvu que les actes que nous allons poser, même si ça va encore nous tuer, que ça nous permette de finir cette histoire et de venir pleurer nos enfants. Parce que l'objectif d'avoir la terre, c'est quoi? Parce que quand vous avez un mort, vous l'enterrez dans la terre. Quand vous avez la sémence, vous mettez dans la terre pour vivre. Quand vous avez besoin de l'eau, c'est dans la terre que vous cherchez. C'est la terre qui est le plus important. Et notre dénominateur commun, c'est cette terre de la République démocratique du Congo. C'est dans cette terre que nous avons des richesses. Est-ce que nous avons 10 millions de morts, oui ou non? Oui, nous avons 10 millions de morts. Mais est-ce que nous devons commencer à les commémorer aujourd'hui? Pour quelle raison? Parce que nous allons commémorer 10 millions au moment où nous aurons le même jour de commémoration, 10 millions et 1 morts. Ce que nous devons faire, c'est aujourd'hui faire un casting national. On peut le faire pour l'histoire, mais attendez, je vais vous dire une chose. Mobiliser la nation congolaise tout entière. Venir à la fonction publique, par exemple. Tout le monde dit qu'il y a pléthore d'agents qui manquent à faire. Ne faire ne fût-ce qu'une sorte d'enquête. Tout celui qui n'a pas, par exemple, dans un service, le profil requis pour être dans ce service, quel que soit son âge, il va soit au service national, soit dans l'armée, soit dans la police. Et ce pays, c'est un pays qui est à la fois grand en nombre et grand en taille. Si nous avons une armée d'1 million de personnes, même mal formées, même sans armes, nous nous battrons contre le Rwanda et nous vaincrons cette guerre-là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de cette émission d'analyse Primature. Nous étions pas seuls, comme vous nous avez suivis avec Madame Niki et nos invités. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Moi, c'est Regen Shindano et nous nous reverrons à la prochaine édition. Bye bye.